District, c'est quoi? C'est le Rotary International dans la Provence. Il faut simplement se rappeler que le Rotary International représente 1 200 000 personnes dans le monde entier, réparties dans 200 pays, organisation internationale dont le siège est à Chicago. Alors à partir de là, notre district, car nous sommes 532 districts dans le monde, notre district comporte 2100 Rotariens dans nos 5 départements des Alpes, du Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône. Ce week-end représente la conférence des districts qui est le bilan de notre année écoulée, de tous nos 2000 Rotariens qui ont fait du service. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que ce service représente environ 750 000 € qui ont été récupérés par des actions humanitaires et qui va nous servir à être distribués sur des opérations, sur des gens qui en ont besoin. Et ce côté humanitaire de servir d'abord nous est très attaché. Alors à partir de là, ces 2 journées, aujourd'hui, c'est la jeunesse et les nouvelles technologies. Alors à partir de là, vous allez pouvoir avoir dans cet après-midi une rétrospective et diriger vers l'avenir. L'avenir parce que la jeunesse, qui est notre pôle d'intérêt vraiment privilégié au Rotary, va donc être dirigé essentiellement sur les nouvelles technologies. Alors, nouvelles technologies, c'est le portable, c'est toutes ces opérations que nous utilisons, que les jeunes se servent inconsciemment, mais que pour les anciens, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, à partir de là, Volton et puis un certain nombre de conférenciers vont nous parler et puis nous pourrons échanger pour se rendre compte de ce qu'est la vie dans notre nouveau monde avec son évolution. Il s'avère que oui, même les tueurs peuvent jouer à Call of Duty. Nous sommes tous des assassins, comme disait l'autre, nous avons tous en nous cette dimension-là, mais la très grande majorité, j'ai presque envie de dire 99,9% des joueurs de Call of Duty sont des adolescents ou des adultes comme moi-même qui vont plutôt bien, qui avons une vie sociale, une femme. On va dire que non. Alors je me suis mal fait comprendre. Ce qui est sûr, c'est que j'ai plutôt parlé du parent inquiet qui regarde son adolescent joueur, le parent spectateur de l'adolescent. Là, oui, il y a pour eux, tout d'un coup, ils ont souvent peur et ils ne reconnaissent pas d'une certaine manière leur enfant tellement mignon, tellement sympa. Alors après, concernant World of Warcraft, les MMO, peut-être qu'en disant autisme, vous faites référence à ce qu'on appelle les no-life, qui est quand même devenu une insulte d'ailleurs dans les cours de récré. Ce qui est vrai, c'est que même d'ailleurs les geeks que je connais, parce que je travaille maintenant dans le milieu des geeks, je fais moi-même des jeux vidéo, eux-mêmes reconnaissent que ça peut exister. Eux-mêmes, à certains moments, ont pu avoir pour certains, ont été aspirés par ce monde-là. Et je n'ai pas pu rentrer vraiment dans le détail. Je pense que c'est un jeu addictif dans le sens de la qualité, comme une bonne série, comme un bon bouquin est addictif. Mais par contre, il y a des éléments que j'appellerais addictogènes. Et j'en cite que 2. La persistance, c'est un monde qui n'a pas de fin. Et finalement, quand je ne joue plus, je dois accepter de me déconnecter mentalement. Et pour certains, c'est très très compliqué. Et l'autre chose qui pour moi n'est pas le signe de la qualité d'un très grand jeu, c'est ce que j'appelle la boulimie digitale. C'est-à-dire aussi bien les PO que les items, c'est passer son temps à faire des mini-quêtes simplement pour remplir quelque chose. Alors que c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant dans un jeu, je trouve, c'est un avis personnel. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une nouvelle forme de socialisation, tout en sachant qu'il ne faut pas comparer une socialisation virtuelle à une socialisation réelle, même si je trouve que souvent un bon signe, c'est la rencontre en IRL, in real life, qui est une manière de dire voilà, l'autre existe réellement, je vais le rencontrer, avec toute la désillusion qu'il y a derrière parfois. Le serious game est une nouvelle manière d'envisager notre rapport à l'apprentissage ou à la santé. Donc moi je travaille pour une société depuis 2 ans, qui s'appelle Manzalab, c'est une agence de serious game. Nous faisons des choses tout à fait étonnantes, une nouvelle manière d'envisager l'apprentissage. Nous venons de terminer un jeu pour les jeunes issus de la diversité, pour se former au premier entretien d'embauche. Donc il y a des belles causes, mais ce qui est vrai, c'est qu'on se rend compte que finalement le jeu vidéo propose une grammaire qui à la base sert le fun, le plaisir, mais on peut utiliser cette grammaire à des fins entre guillemets sérieuses. Même si, comme je l'ai dit ironiquement,
le jeu, c'est hyper sérieux. Quand je joue, je suis à fond dedans, mais j'ai en même temps la capacité tout d'un coup à simplement dire bah non, je joue plus maintenant. Donc c'est vrai que voilà, l'idée c'est que le jeu lorsqu'il devient pathologique, il n'est plus que dans le game, c'est-à-dire que dans l'enjeu, gagner, 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 gagner. Alors que paradoxalement, je trouve ça intéressant de perdre. Et c'est souvent en perdant que quelque part, je peux mieux comprendre là où je me suis planté. Et donc c'est peut-être un des éléments qui me permet d'avancer. Ce qui me permet aussi d'avancer, c'est la récompense. Et les jeux vidéo sont très très forts pour mettre en scène les rewards. C'est comme si à la fin de la conférence, les gens m'ont applaudi. J'avais, comme dans les jeux Nintendo, des milliards d'étoiles autour, ça illumine de partout, et parfois on aimerait ça dans la vraie vie. Donc, étant donné qu'on l'a pas, on va trouver peut-être dans les jeux vidéo des espaces pour se récompenser, parce qu'on est rarement récompensé dans la vraie vie.